Bonjour à tous et bienvenue à cette session. Aujourd'hui, on va parler du service discovery, donc qui est un pattern qui est en train d'émerger, qu'on commence à retrouver de plus en plus souvent dans nos applications. Donc, objectif de cette session, je vais tout de suite vous dire si ça vous intéresse. Si les objectifs ne vous intéressent pas, vous pouvez encore changer de salle. Donc, grosso modo, on arrive dans un monde entre guillemets où on commence à avoir de plus en plus d'applications qui sont déployées sur de plus en plus de serveurs différents, et on a un besoin à un moment de centraliser en fait toutes les informations de ces applications, savoir entre guillemets comment un client peut accéder à une application, savoir retrouver ces informations-là. C'est ce qu'on appelle le pattern service discovery. Au cours de cette presse, je vais vous faire un petit cours d'histoire pour voir comment les applications évoluent entre le début des années 2000 et là où on en est aujourd'hui. Donc tout ce qui était un peu application monolithique, EAR, etc. que vous avez connu, et tout ce qui est application microservices aujourd'hui, et vous montrer pourquoi ce pattern, on en a besoin maintenant dans la manière dont on crée nos applications. Et juste derrière ça, donc, je vous présenterai un outil qui s'appelle Consul, qui est un outil de la société HashiCorp qui implémente entre guillemets la service discovery ou le pattern service discovery. Donc pour me présenter rapidement, je m'appelle Jean-Eudes Quignou. Vous avez mon Twitter où je ne tweete quasiment jamais, donc c'est pas forcément utile de me follower, mais vous pouvez quand même, ça me fera plaisir. Et du coup, je suis développeur Java principalement. Et plus récemment, je me suis principalement intéressé donc, au langage Go qui est très fun parce que Docker est écrit en Go. Donc si on veut un peu faire des plugins autour de Docker, c'est intéressant de s'y mettre. Donc j'étais également formateur Docker pour Xebia. Et je m'intéresse un petit peu également à tout ce qui est infra as code et écosystème Linux en général. Donc les outils comme Ansible, comme systemd, comme Mesos et autres. Donc pour reprendre rapidement les objectifs, le calendrier de cette présentation. Donc on va reprendre quasiment à zéro. On va voir comment un service, quelles sont les informations dont un service a besoin pour communiquer avec un autre service. Donc ça va être assez rapide. Derrière, on va faire un petit peu d'histoire, comme je disais, sur les applications. Quelles sont les évolutions qui font qu'aujourd'hui, on ne code plus les applications comme il y a 15 ans, et qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de patterns différents pour aider nos applications à communiquer entre elles. Et derrière, donc, je vous parlerai de Consul, et on finira par une démo en live de Consul, du coup, pour vous montrer comment vous pouvez l'utiliser facilement et l'intégrer au sein de votre SI. Donc d'abord, très simplement, comment est-ce qu'on définit un service? Donc la réponse à ça est extrêmement simple. Pour définir un service, pour pouvoir accéder à un service, on a besoin de deux informations principalement. On a besoin d'une adresse IP et d'un port. Donc je vous ai mis rapidement pour la mémoire les deux formats d'adresse IP qui est actuellement, donc IPv4 qui est plus ou moins mémorisable par des humains, IPv6 qui commence à être un peu plus compliqué. Et donc un port, vous prenez simplement un entier entre 1 et 65 000 et quelques. Et grosso modo, c'est ce qui va identifier de manière unique l'adresse de votre application, l'endroit où vos services va être déployé. Le port, ça peut être une information qui peut également être optionnelle, parce que par convention, on a souvent des ports qui sont définis par défaut. Donc si vous pensez au HTTP, par exemple, ça va souvent être sur le port 80, SSL 443, etc. etc. On a grosso modo voit que la notion d'adresse IP, c'est bien, mais au bout d'un moment, on va avoir besoin d'abstraire, on va se dire, une adresse IP, ça peut être dur à mémoriser, donc je vais passer à une étape d'abstraction un peu au-dessus, et je vais définir ce qu'on appelle un nom de domaine. Donc un nom de domaine, c'est quelque chose qui est régi par un serveur DNS et qui a un nom spécifique, va lui renvoyer une ou plusieurs adresses IP. Là, c'est intéressant, un nom de domaine, mais du coup, on perd la notion de port. C'est-à-dire qu'un nom de domaine, on a une adresse IP, mais on n'a pas la notion de port. Alors ça, c'est partiellement vrai, c'est également partiellement faux, parce que dans le DNS, il y a plusieurs types d'enregistrements différents. Et il y a un enregistrement qui va également particulièrement nous intéresser, qui est l'enregistrement de type SRV, donc qui a une adresse IP, a un nom de domaine spécifique, va envoyer à N adresses IP et les N ports correspondants. Donc pour vous montrer rapidement les différents trois types d'enregistrements sur la trentaine qui existent dans le protocole DNS. Donc type A qui va envoyer une adresse IP, type AAA ou 4A qui va envoyer une adresse IPv6, et donc le type SRV qui va vous renvoyer du coup un couple adresse IP port ou un couple N adresse IP correspond N port. Il va également vous renvoyer deux informations qui peuvent être assez intéressantes quand vous avez besoin de entre guillemets, faire scaler ou donner un petit peu d'intelligence à vos applications. Il va vous renvoyer ce qu'on appelle la priorité. Donc si typiquement votre enregistrement va envoyer deux adresses IP, une avec une priorité 1, une avec une priorité 2, il va se dire en premier, je regarde la priorité 1, et si le service n'est pas disponible à celle-là, je vais utiliser la deuxième ligne, donc, qui va être une priorité 2, comme un service de fallback pour mon service. Ça permet de mettre très facilement en place, sans se compliquer avec un HAProxy ou autre, un système de fallback pour votre application. Et le deuxième argument est le poids, qui va permettre pour deux services déployés sur deux serveurs différents à une même adresse IP, de dire va en priorité sur tel service ou sur tel service. Avec ces deux informations, on va très facilement, qu'en donnant un peu d'intelligence à notre serveur DNS, on va pouvoir très facilement, en lui rendant dynamique la notion de poids et rendant dynamique la notion de priorité, lui dire mon application, elle va peut-être avoir besoin de scaler, donc elle va renvoyer N instances, et en fonction du nombre de requêtes que j'ai reçues au niveau de DNS, je vais pouvoir dire attention, ces requêtes, j'ai reçu trop de requêtes sur serveur 1, je vais de moins de prioriser par rapport à d'autres, je vais réduire son poids, et du coup, la plupart des requêtes sont redirigées vers un deuxième serveur.
C'est un moyen qui est extrêmement pratique pour, du coup, entre guillemets, gérer la disponibilité de vos applications et le scaling horizontal s'il y en a besoin. Un petit bémol cependant, le protocole, donc le type d'enregistrement SRV est très connu dans le monde .NET. Dans le monde Java, il n'est pas utilisé directement par la VM et du coup, on ne peut pas définir une data source, par exemple, avec simplement MySQL ou par défaut, ils ont des durées de port 3306. Pour ce coup-là, Java est un peu en retard par rapport à d'autres. Donc maintenant, on va parler un petit peu d'histoire. Alors très rapidement également. Et on va regarder comment on faisait les applications au début des années 2000. Donc à l'époque, c'était le Rain, vous avez dû connaître tout ce qui était JBoss, WebServer, WebLogic. Et on construisait, donc on déployait nos applications dans des serveurs qui étaient dits monolithiques. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur de ces serveurs, on déployait grosso modo un énorme EAR qui contenait lui-même plusieurs wars, plusieurs jars. Donc dans l'intérieur de nos jars, on avait nos services. À l'intérieur de nos wars, on avait nos ressources statiques ou dynamiques, on avait des JSP ou des JSF. Et du coup, pour communiquer entre eux, en fait, ces différentes ressources, c'était extrêmement simple. Si on prend l'exemple de Java, par exemple, que j'ai cité, il y avait un annuaire JNDI où l'ensemble de ces ressources étaient listées. Et du coup, un service, par exemple, dans un EAR, si on avait un service de facturation, un service de gestion de clientèle, il suffisait simplement, au moment où le service de client s'enregistrait auprès du JNDI, que le service de facturation connaisse ce nom et puisse facilement récupérer la ressource pour utiliser le service derrière. Ça, c'était intéressant au début des années 2000, mais ça avait un gros défaut, ce système, c'est que du coup, la scalabilité n'était pas horizontale, on ne pouvait pas multiplier le nombre de serveurs, mais elle était verticale, c'est-à-dire que pour absorber la charge, on était obligé d'augmenter la puissance de la machine, donc tout ce qui est CPU et RAM, jusqu'à ce qu'on puisse forcément plus vraiment le faire au bout d'un moment. Donc ça a considérablement changé. Aujourd'hui, on parle beaucoup de SOA dans les années 2010, on parle beaucoup de microservices maintenant. Et l'impact que ça a, c'est que nos services sont plus déployés en un seul endroit, ils sont déployés dans N serveurs différents. Donc ça veut dire que votre client, en fait, il peut plus simplement dire, regardez son annuaire JNDI, dire, renvoie-moi les informations et injecte-moi la ressource qui va bien pour pouvoir interroger le service client. Il va besoin de connaître l'information, de savoir où l'adresse IP et où le port de mon service a été déployé. C'est quelque chose qui a considérablement changé. Donc ça, c'était pour tout ce qui était un petit peu logiciel. Du point de vue matériel, ça a également beaucoup changé. Au début des années 2000, on déployait donc nos web servers logiques sur des serveurs physiques. Aujourd'hui, il y a l'ère de la virtualisation qui est arrivée. Et maintenant, on va tendance à avoir déployé un service sur une machine virtuelle différente. L'avantage principal de la virtualisation, si on fait ça, c'est principalement pour garantir l'isolation. Si on a un de nos services qui commence à partir un petit peu, à prendre tout le CPU et tout le RAM, il n'aura pas d'impact sur les autres services et les autres services continueront à fonctionner normalement. Juste un slide pour dire qu'aujourd'hui, on va encore plus loin que la virtualisation. Il y a ce qu'on appelle la containerisation, donc qui est venu à la mode avec Docker en 2012, qui existait bien avant avec OpenVZ, notamment LXC ou les zones sur Solaris, qui permet cette fois-ci, contrairement à la virtualisation qui isole en donnant un kernel différent à chaque machine, elle qui utilise des features directement dans le kernel. Donc pour Linux, il s'agit par exemple des cgroup et namespace, pour garantir une isolation, mais qui, elle, n'est plus matérielle, du coup, mais est logicielle à travers les features du kernel. Donc qui peut être, entre guillemets, considéré comme un peu moins fiable. Mais on voit toujours qu'avec des solutions comme Docker, en fait, ce qui se passe, c'est que si on met toujours un service par conteneur, on va encore multiplier le nombre d'adresses IP, multiplier le nombre de ports, et forcément, savoir où nos services sont déployés est de plus en plus compliqué. Et juste pour dire que ça va encore plus loin, c'est qu'avant, on hébergeait nos services chez nous. Maintenant, on va avoir tendance à héberger nos services sur le cloud. Donc, que ce soit des clouds publics à Amazon EC2, GCE ou autres, ou que ce soit des clouds privés, par exemple gérés par OpenStack. Et une des propriétés fortes du cloud, c'est que dans certains cas, il va être agnostique à la configuration réseau. Ce que j'entends par là, c'est que si vous démarrez une instance EC2 et que vous ne configurez pas de VPC par défaut, par exemple, elle aura une adresse IP. Si vous redémarrez cette instance après, elle aura une autre adresse IP publique et une autre adresse IP privée. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas forcément vous baser uniquement sur l'adresse IP à un moment donné pour savoir quelle sera l'adresse de ce service dans l'ensemble de son évolution en fonction du nombre de redémarrages de machines, d'où il va être déployé, etc. etc. Avec le cloud, il y a un autre outillage qui arrive également, ce qu'on appelle les outils d'orchestration. Donc je pense à Mesom, Swarm, Nomad ou Kubernetes par exemple, qui eux vont se dire, je vais essayer d'utiliser au mieux possible mes ressources, et du coup, si une machine a par exemple 5 CPU, je vais essayer de la remplir au maximum, et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on saura encore moins à l'avance où notre service va être déployé. Ça sera à l'orchestrateur de dire, cette machine a N ressources de libre, donc j'ai plutôt tendance à aller sur cette machine-là que sur une autre. Tout ça mis en commun fait qu'aujourd'hui, il est extrêmement sensible dans nos architectures modernes de savoir à quelle adresse IP, savoir comment communiquer avec le service, savoir où ils ont été déployés, où est-ce qu'ils ont été instanciés, et du coup, être capable de récupérer facilement leur configuration entre guillemets réseau, donc tout ce qui est leur adresse IP et leur port. Donc là, je vous ai repris la définition de service discovery de Wikipédia.
Je vais en faire une beaucoup plus simple. Ce qu'on appelle la Service Discovery, c'est juste un annuaire, un peu comme un annuaire télécom pour ceux qui ont connu les gros bottins jaunes, où vous allez avoir associé à un nom de service, une adresse IP et un port. Alors quand je dis une adresse IP, ça peut être n adresse IP ou n port si vous avez si vous avez de la redondance sur vos services. Donc là, je vous ai listé quelques concurrents et quelques frameworks qui implémentent la Service Discovery. Donc Zookeeper pour la fondation Apache, ETCD, donc qui est la solution qui est livrée en standard avec CoreOS, qui est entre guillemets un OS Linux minimaliste pour déployer du Docker ou du Rocket ou autres types de conteneurs. Donc Eureka, qui est la solution prônée par Netflix. Et donc Consul, qui est la solution que je vais vous parler ici et qui est développée donc par la société HashiCorp. Si vous regardez rapidement un petit point commun entre plusieurs de ces solutions, notamment Zookeeper, ETCD et Consul, c'est des solutions qui vont implémenter ce qu'on appelle un système de key value distribué pour avoir redondance, c'est-à-dire qu'elles vont essayer de te dire, à un moment donné, ma service discovery va déployer, mais je ne veux pas avoir de point of failure, donc je ne peux pas le mettre sur un seul serveur. Et du coup, elles vont essayer de déployer ça sur n serveurs, elles vont forcément se confronter au théorème de Cap, et du coup, elles vont implémenter ce qu'on appelle un algorithme de consensus qui va dire, mon Consul, mon ETCD ou mon Zookeeper, j'en ai 3 instances, j'ai mon algo de consensus qui va dire à un moment donné, c'est cette instance-là qui aura la vérité, c'est elle que je vais interroger. Je ne parlerai pas plus que ça des algos de consensus par la suite, mais je vous mettrai des liens sur les papiers de recherche de RAF, notamment, qui est un algorithme qui est assez... Enfin, le papier est assez lisible en fait pour tout le monde, donc c'est intéressant en termes de culture de regarder ce qu'il y a derrière. Et du coup, je vais vous entrer dans le vif du sujet, vous présenter Consul. Et du coup, vous dire 2 mots sur la société HashiCorp. Donc, vous présenter quelques outils qu'elle a... sur lesquels elle a bossé, que vous connaissez peut-être. Donc le plus célèbre, je pense, est Vagrant, qui est simplement un scripting qui permet automatiquement d'automatiser la création de machines virtuelles sur VirtualBox principalement ou VMware. Donc Vault, qui est juste entre guillemets un système pour pouvoir gérer des secrets, donc principalement des mots de passe, avec un système d'ACL au-dessus qui permet de dire tel mot de passe, il y a seulement telle personne qui a le droit de modifier, telle personne qui a le droit de lire, avec génération de token. Donc Packer, qui est un outil pour créer des images ISO pour C2 ou autre. Terraform, qui permet de piloter la création d'instances sur le cloud, donc principalement EC2. Donc je crée mes 5 instances sur Amazon EC2, avec le VPC qui va bien, les entrées dans Route 53 qui va bien. Ça permet d'avoir un fichier de description, en fait, de décrire comment va être notre cloud. Et du coup, Surf, qui est un outil plus bas niveau, donc qui sert juste à implémenter entre guillemets RAF, je ne vais pas trop en parler. Et Consul, qui est l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc Consul se base sur une architecture qui est extrêmement classique aujourd'hui, qui est du client-serveur. Donc on va avoir 2 types d'agents dans Consul. Un agent pour gérer entre guillemets le serveur Consul et N agents, un agent pour chacune de vos machines physiques ou pour chacun de vos services qui vont s'occuper, eux, simplement de l'enregistrement auprès du serveur Consul. Donc si on regarde vite fait les responsabilités, du coup l'agent Consul en mode serveur, il va être responsable du coup d'élire le leader. J'ai dit qu'on pouvait en avoir plusieurs si on voulait gérer la haute disponibilité de notre serveur Consul. Donc on aura 1, 3, 5, 7 ou tous les nombres impairs que vous pouvez imaginer. Et donc ces agents-là vont responsable de dire leader, de dire quel agent Consul a au bout d'un moment la vérité, quel est lui qui sait que la donnée est la plus à jour. C'est également un système de key value distribué, donc c'est le principe également. Il va juste stocker vos entrées du coup, et garantir qu'elles seront cohérentes à terme au fil, cohérentes tout court, au fur et à mesure qu'elles les reçoivent. Il va être aussi responsable de la communication entre data centers. Donc, si vous avez plusieurs data centers, c'est lui qui aura charge de répliquer de manière asynchrone les données vers un autre data center. Si par exemple, dans votre data center 1, vous avez un service 1 qui a besoin des infos contenues dans le data center 2, vous allez dire je veux juste répliquer donc du coup mes informations qui sont stockées dans mon data center 2 vers mon premier data center. Et à savoir, mais qui est probablement une mauvaise pratique de Consul, un serveur peut aussi être utilisé comme un client simple. Donc vous pouvez mettre par exemple une machine où il y a un Tomcat, vous pouvez mettre votre serveur Consul dessus, mais c'est probablement pas une bonne pratique et donc ça sera déconseillé de faire, mais c'est faisable. Le client, du coup, lui, va avoir beaucoup moins de responsabilités. Quand il va recevoir une requête, par exemple une requête DNS pour dire dis-moi où il était le service ou une requête HTTP, il va juste la forwarder au leader du cluster Consul pour que celui-ci lui dise ce service-là va être déployé sur telle ou telle machine et lui envoyer les informations. Il va donc s'occuper de la gestion de health-check des services qui vont être déployés sur la même instance que lui. Health-check voulant dire qu'en fait, pour savoir si un service est up ou down et du coup pour que Consul renvoie une information pertinente sur tel ou tel service, il va régulièrement, à intervalles donnés, pinguer ce service en fonction de différents types que vous aurez préconfigurés pour dire toutes les 5 secondes, toutes les 10 secondes, ce service-là est vivant. Je peux renvoyer une information pertinente pour dire qu'il est là. Et du coup, un client par défaut n'a aucun état, il est complètement stateless.
Donc vous pouvez l'éteindre et le redémarrer, ce sera complètement agnostique. Il ne garde aucun état en lui, tout l'état est stocké sur le serveur Consul. Donc du coup, j'ai repris rapidement un diagramme d'architecture de Consul. Donc vous voyez en bleu, en bleu et violet, donc vous avez les trois serveurs qui composent le cluster Consul. En violet, c'est le serveur qui a été choisi comme leader. Au-dessus, vous avez les clients, donc ils font simplement que recevoir des requêtes et les renvoyer vers Consul. S'ils renvoient une requête vers un serveur Consul qui n'est pas le leader, le serveur va juste se renvoyer vers le leader. Donc inutile de vous dire que dans tous les cas, quasiment, le client renvoie directement l'information vers le leader. Et on voit via le protocole Gossip, en fait, qui est donc une sorte de protocole peer-to-peer, que tous les agents communiquent entre eux et se communiquent entre eux la topologie du réseau. Donc dès qu'un nouvel nœud, qui soit agent, client simple ou serveur, est rajouté à notre cluster Consul, l'ensemble des autres nœuds vont être notifiés, vont être au courant de cet ajout. Ce qui permet notamment à tous les clients de communiquer directement vers le leader si un nouveau leader est réélu, et de ne plus passer par un autre serveur pour gagner un petit peu un rebond réseau. Donc du coup, maintenant que je vous ai un petit peu montré Consul, on va tenter la démo en live. Et du coup, je vais juste supprimer le partage d'écran. Donc est-ce que tout le monde voit bien? C'est écrit assez gros ou ça? On va considérer que oui, du coup. Donc dans ma démo, je vais avoir quatre machines. La première machine va s'occuper de gérer mon serveur Consul. Les deux autres machines que j'ai appelées Web 1 et Web 2 vont être simplement des services web simples. Donc vous pouvez imaginer un Apache, un Tomcat ou n'importe quoi. Et ma dernière machine va représenter un load balancer, c'est-à-dire une machine qui sera responsable de répartir la charge équitablement entre les n machines de mon cluster. Donc pour démarrer simplement mon cluster Consul, je vais juste démarrer simplement un Consul agent en mode serveur, donc avec la valeur bootstrap accept qui va attendre en fait le nombre qui va lui dire le nombre de nœuds dont il y aura dans le cluster Consul. Donc ici j'aurai juste un seul nœud pour la démo. Dans une vraie vie en production, vous aurez 3 ou 5 nœuds. Datadir qui est simplement le répertoire de travail de Consul. Bind qui est un petit trick parce que comme je suis sur Vagrant, j'ai plusieurs interfaces réseau. Donc il faut que je spécifie à l'agent sur quelle interface réseau il s'attend à avoir les requêtes. Et du coup, sur quelle IP, en fait, les ensembles des services vont être utilisés. Et moins UI qui est simplement pour déployer une UI pour voir un petit peu ce qui se passe dans Consul. Le moins client derrière sert à voir l'UI parce que par défaut, Consul écoute uniquement les requêtes sur localhost. Et du coup, si je veux vous montrer l'UI, j'ai besoin qu'il écoute sur l'ensemble des requêtes du serveur. C'est également clairement quelque chose à ne pas faire en production. Donc du coup, je vais le démarrer simplement. Je vais le passer en background. Et du coup, là, on voit que mon Consul est démarré. Et si je regarde l'état de mon cluster, je vais avoir donc du coup un serveur Consul qui est vivant et qui est de type serveur. Donc ça, c'est le nom de la machine. On a accessoirement comme autre information nom du data center, mais comme dans la démo, j'aurai qu'un seul data center, ça n'a pas forcément de grand intérêt. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'enregistrer un premier service auprès de Consul. Donc pour enregistrer un premier service auprès de Consul, je vais d'abord devoir démarrer l'agent Consul et lui dire de rejoindre mon cluster. Donc toujours pareil, même type de commande, Consul agent. Cette fois-ci, je ne suis pas en mode serveur, donc je n'ai pas d'option moins serveur. Datadir qui est toujours le répertoire de travail de Consul. Et là, on a un nouveau paramètre qui est le moins config-dir, qui va dire à l'agent Consul, à chaque fois que tu démarres, scanne-moi ce répertoire-là. Et si dedans, tu trouves un fichier JSON, analyse ce fichier JSON et renvoie les informations au serveur Consul. Ce fichier JSON va servir à décrire les différents services que l'on va utiliser dans Consul. Et donc toujours de moins bind avec l'adresse IP de ma machine. Donc pareil, je le passe en background. Et du coup, là j'ai démarré un agent. Si je regarde l'état de mon cluster, je vais voir que j'ai un agent tout seul qui n'a pas encore rejoint le cluster du coup Consul. Donc je vais simplement lui demander de rejoindre mon cluster. Consul join. Et cette fois-ci, si je refais le member, je vais voir que mon cluster a 2 nœuds maintenant. Un nœud donc, qui est toujours serveur donc, sur la machine 10, qui était la première machine que j'ai démarrée. Et un deuxième nœud donc, qui s'appelle Web 1, qui est de type client cette fois-ci. Et du coup, les deux sont vivants, donc tout va bien. Donc maintenant, on va enregistrer notre premier service dans Consul. Donc pour ça, je vais simplement créer un fichier JSON, plutôt faire un copier-coller parce que ce sera moins risqué.
que je vais copier dans etc-console.d, le répertoire que je vous ai mentionné plus haut. Donc je vais vous montrer le contenu de ce fichier. Je vais peut-être se remettre en haut pour le coup. Check. Donc dans ce fichier, il n'y a pas beaucoup d'informations. Il y a juste le nom du service NameWeb. Il y a une liste de tags qui est optionnelle et qu'on utilisera par la suite. Et il y a juste un port qui est le port 8000. Donc par défaut, vous allez peut-être noter qu'il n'y a pas d'adresse IP dans la configuration. On peut en rajouter une, mais par défaut, l'absence d'adresse IP va dire à l'agent utilise l'adresse IP que toi tu as en local. Donc s'il y a une seule interface réseau, il va récupérer celle de l'interface réseau. S'il y a deux interfaces réseau, comme c'est le cas sur la machine, on est obligé de la spécifier au moment du démarrage de l'agent, et c'est pour ça que j'ai dû la spécifier. Et donc du coup, là par défaut, il va utiliser l'adresse IP que j'ai spécifiée dans l'option -bind au démarrage. Donc maintenant, pour consul de prenne en compte, il faut que je fasse un consul reload. Et si je regarde les logs de consul, je vais voir qu'automatiquement, en fait, il a synchronisé un nouveau service qui s'appelle web. Donc c'est sympa. Maintenant, ce que je vais avoir envie de faire, c'est d'interroger du coup consul pour lui dire renvoie-moi les informations sur ce service-là. C'est bien de les enregistrer, mais derrière, c'est bien aussi de pouvoir accéder aux infos. Donc pour ça, consul fournit deux interfaces. Il y a une interface HTTP et une interface basée sur du DNS. Donc pour commencer par l'interface HTTP, donc c'est une API entre guillemets pseudo-RESTful. Donc grosso modo, vous envoyez une URL, il ignore un petit peu le verbe que vous envoyez. Et du coup, là, je lui demande d'envoyer du coup V1 de la version de la librairie de l'API. Donc catalogue, je lui dis envoie-moi le service qui s'appelle web. Et derrière, je vais le rendre un peu plus lisible. Et du coup, il nous renvoie derrière un fichier au format JSON, donc qui va contenir les différentes informations qui nous intéressent. Donc principalement le nœud sur lequel il est déployé, qui n'est pas forcément hyper intéressant, mais l'adresse sur laquelle il est déployé et le port sur lequel il est déployé. Je peux faire la même chose en utilisant du coup DNS. Donc pour ça, je vais utiliser un petit client DNS qui s'appelle Dig. Je fais ce que je veux. Donc par défaut, en fait, Consul expose sur chacun des agents et chacun des serveurs une API DNS, donc qui est sur le port 8600. Donc là, je dis juste à Dig, interroge le DNS qui se trouve sur 127.0.0.1, donc on a un DNS en local, sur le port 8600, et renvoie-moi toutes les infos que tu as sur web.service.consul. Donc par défaut, .consul va être le nom de domaine par défaut que Consul utilise pour son client DNS, service parce qu'on cherche un service, et web parce que c'est le nom de notre service. Et là, on va voir du coup qu'il va me renvoyer un enregistrement de type A, donc IPv4, avec simplement l'adresse IP de mon service. Donc je peux faire la même chose en utilisant les enregistrements de type SRV. Où là, cette fois-ci, il va me renvoyer du coup le port de mon service, donc le port 8000, l'adresse IP. Et là, vous retrouvez les valeurs 1 et 1 qui correspondent à ce que je vous avais présenté en début de conférence, donc qui est la priorité et le poids. Par défaut, pour le moment, Consul n'utilise pas ces deux informations. C'est en discussion dans plusieurs issues sur GitHub. Ils espèrent à venir, dans le futur, y arriver pour pouvoir faire un petit peu de répartissement de charges si certains le souhaitent au niveau du DNS directement. Mais actuellement, ce n'est pas implémenté, donc ça renvoie simplement ces deux valeurs par défaut. Donc maintenant, c'est bien, j'ai déclaré un service web sur le port 8000. Bon, je n'ai pas de service web qui existe actuellement sur cette machine sur le port 8000, mais il me renvoie quand même des infos. Ce que j'aurais envie de rajouter derrière, c'est de renvoyer du coup rajouter un health check en fait, pour que l'agent essaye de pinguer régulièrement le service et qu'il renvoie du coup le service uniquement si celui-là est disponible ou pas. Donc pour faire ça, je vais simplement rajouter une section health check dans mon fichier JSON. Et je vais plutôt copier le fichier qui va bien dans mon répertoire etc-console.d. Donc on peut toujours regarder le fichier. Donc j'ai simplement rajouté une section check en fait. Là j'en ai mis un, on peut en rajouter plusieurs en mettant simplement un array à la place de l'objet JSON. Donc avec du coup script, évalue-moi ce script-là et si le code de retour est 0, ça considère que c'est OK, sinon ça considère que c'est KO. Et un intervalle de 5 secondes en fait qui va dire exécute-moi le script toutes les 5 secondes. Il y a 5 types de checks différents dans Consul. Donc le type script où il se base sur le code de retour pour savoir si c'est vivant. Il y a le type HTTP que j'aurais aussi pu utiliser ici, où il va se baser du coup sur le code de retour HTTP. Si on a un 200, enfin un 2xx classique, il va considérer que c'est OK. Si on a un autre code, qui va considérer que c'est KO. Il y a un type également TCP, où Consul essaye simplement d'ouvrir une socket. S'il arrive à ouvrir la socket vers service, il considère que c'est OK. Sinon, il considère que le service est up. Et il y en a un quatrième qui va être s'intégrer avec Docker, dont je ne parlerai pas trop ici. Et un petit dernier qui est un peu en mode
push pour du coup à l'inverse, qui est TTL, qui dit que Consul s'attend à recevoir toutes ces n secondes une requête de la part du service, et s'il n'en reçoit pas, il considérera seulement que le service est done. Donc comme tout à l'heure, je vais faire mon consul reload. On va regarder les logs. Et là, on va voir qu'il a bien resynchronisé le service. Par contre, il considère que le service web est en critical. Et en effet, si j'essaye de faire un dig, donc une requête DNS vers mon service, cette fois-ci, il ne va rien me renvoyer du tout. Il va juste me dire, grosso modo, tu me demandes un truc là-dessus et moi, je n'ai pas d'information à te renvoyer. Donc pour fixer ça, je vais démarrer rapidement un petit serveur web. Donc qui est juste Python embarque en natif un serveur web en fait sur le port 8000. Donc vous pouvez simplement en démarrer un, il va juste servir de ressources statiques. Moi, ça va juste me servir à faire passer mon health check OK. Donc comme d'habitude, je le mets en background. Si je regarde mes logs, il va me dire 5 services web, donc qui est complètement OK. Et du coup, si je refais ma requête DNS, il va me dire cette fois-ci, ah c'est bon, j'ai de nouveau un service exposé sur le port 8000 qui correspond à cette adresse IP 172.20.20.20. Donc c'est bon, on a vu qu'on avait un moyen simple avec Consul en fait, de dire renvoie mes informations uniquement si mes services sont live. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est du coup de demander à un Consul. Là, j'ai un service, mais j'aimerais bien utiliser les informations que j'ai stockées dans Consul, donc typiquement l'adresse IP port, pour générer un fichier qui va être par exemple une configuration HAProxy. L'idée derrière étant de dire, si je laisse Consul gérer ma configuration HAProxy, je vais pouvoir rajouter autant de machines que je veux de type web. Automatiquement, il va mettre à jour mon HAProxy derrière, et il va pouvoir du coup load balancer automatiquement et me permettre de scaler horizontalement très facilement. Donc pour ça, il y a un petit outil qui est livré avec Consul qui s'appelle Consul Template, qui va prendre en entrée un fichier template Consul à la syntaxe HCL, donc pour HICorp Language, et qui va à partir de ça récupérer les informations qui sont dans le cluster Consul, les parser et générer un nouveau fichier à un chemin donné. Il y a une troisième possibilité de faire avec cet outil Consul Template, c'est de lancer une ligne de commande. Donc typiquement, dans un cas d'un HAProxy, un système CTL, reload HAProxy. Nous, on fera simplement un simple écho. Donc pour ça, je vais comme d'habitude recopier mon petit fichier dans mon répertoire courant. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ceux qui connaissent HAProxy ne vont pas être très surpris. Ça, c'est la configuration complètement standard d'un HAProxy. Et ce qui va nous intéresser derrière, c'est cette partie-là. Donc on va simplement dire, avec notre syntaxe HCL, itère sur tous les services qui s'appellent web. Et pour chacun, génère-moi une ligne qui va contenir donc le mot-clé serveur, configuration HAProxy oblige, le nom, donc le nom de la machine du serveur. Et ce qui va plus nous intéresser, nous, c'est adresse IP de point port. Donc du coup, je vais lancer simplement cette commande. Je vais être fou. Je vais rajouter du coup derrière une petite commande pour qu'à chaque fois qu'il recharge, en fait, il nous affiche un petit message dans la console. Donc si on regarde vite fait la commande, donc Consul Template, le nom de l'outil, moins Consul, on va lui notifier l'endroit où se trouve un des agents Consul, donc de préférence le leader, puisque automatiquement il va rediriger, c'est un autre agent qui va rediriger derrière le leader. Et derrière, du coup, on a deux passes. Le premier, c'est le pass du template donc, que je viens de copier dans mon répertoire courant. L'endroit, donc le pass de là où va me générer la configuration HAProxy et la commande que je vais passer derrière. Donc pareil, comme d'hab, je vais mettre en background. Donc on voit que la première fois qu'il a généré, il a quand même appelé la commande. Et du coup, si on regarde le fichier généré, on va voir qu'il nous a rajouté du coup cette signe-là, en fait, qui correspond à mon unique service web qui est déployé pour le moment, avec la bonne adresse IP et le bon port. Donc maintenant, c'est bien, mais on se rend compte que mon service web commence à recevoir beaucoup de charges. Et du coup, je vais essayer de rajouter un nouveau serveur web. Et je vais voir si la configuration de mon HAProxy scale bien automatiquement, se met à jour automatiquement, et que du coup, je peux scaler de manière simple. Donc très rapidement, sur ma deuxième machine Web 2, je vais redémarrer un second agent Consul. Je vais recopier comme d'hab mon fichier. Je vais faire mon join que j'ai oublié. Je vais faire mon reload. Et derrière, normalement, si je fais une simple requête DNS, on va voir que je vais plus avoir une seule instance, mais je vais avoir deux instances qui vont répondre à ma requête DNS. Donc une sur la machine 20 et une sur la machine 21, et toutes les deux sur le port 8000. Donc ce qu'on va s'attendre maintenant, c'est que ma conf HAProxy soit mise à jour. Donc si je regarde dans
ligne de commande qui contient dans ma console qui contient du coup la configuration à proxy, on voit que la ligne reload est automatiquement apparue, ce qui veut dire qu'il a bien exécuté la commande. Et si je regarde le fichier, on va voir que cette fois-ci, on n'a plus une seule ligne, mais deux lignes. Du coup, pour pousser un petit peu plus loin et vérifier que ça marche bien, j'ai essayé d'éteindre un de mes serveurs. Donc typiquement, je vais killer mon serveur HTTP. Donc du coup, c'est le deuxième. Je vais le repasser au premier plan. Je vais le tuer. Et là, normalement, au bout de 5 secondes, automatiquement, je vais avoir la commande reload qui va apparaître. Et si je regarde la conf qui est derrière, je vais voir que cette fois-ci, j'ai plus que la ligne 21 qui est up et la ligne 20 c'est automatiquement éteinte. Si je fais le traitement inverse et que je redémarre mon serveur, je vais voir que la commande reload est bien apparue et qu'automatiquement, il m'a régénéré le fichier avec les deux lignes. Donc là, on voit très simplement avec Consul Template qu'on peut faire deux actions basiques. Simplement écrire des fichiers en se basant sur les informations qui sont stockées dans Consul et lancer une commande. Donc là, un echo reload dans la vraie vie, plutôt un système CLTL reload HA proxy, pour pouvoir gérer très facilement en fait, la scalabilité horizontale de nos applications, de manière complètement, entre guillemets, transparente. Et du coup, je vais revenir à la presse. On va rester comme ça. Alors juste pour info, je vous ai mis donc sur mon GitHub l'ensemble de la démo conçue. Donc c'est juste un vagrant file qui up les 4 machines. Et l'ensemble des commandes sont contenues dans les fichiers bash history pour pouvoir être jouées assez facilement. Donc du coup, normalement, il n'y a pas de... Vous pouvez le refaire assez simplement. Donc là, je vous ai montré comment faire marcher Consul dans une démo. Mais en vrai, on va faire des choses un petit peu différemment. Par exemple, on n'a pas forcément de pré-construire un fichier à chaque fois dans le répertoire etcd consul.d. Pour chacune de nos applications, on aimerait que ce soit un peu plus dynamique. Donc ce qui se passe, c'est que Consul possède également une API HTTP qui permet d'enregistrer les fichiers. Donc pour enregistrer simplement un fichier avec API HTTP, donc c'est toujours un fichier JSON avec un format un peu différent. On a perdu le niveau service. On va retrouver du coup le nom du service, le port. Alors là, je vous ai mis l'adresse, c'est juste pour vous montrer un exemple, mais elle est toujours optionnelle et c'est toujours une bonne pratique de ne pas la mettre. Et du coup, toujours des tags. Et on va faire un simple curl, en fait, du coup, sur une adresse qui va être sur l'agent local qu'on a contenu dans notre machine, sur simplement /agent, /service, /register. Donc c'est exactement pareil, le verbe HTTP n'a pas d'importance, l'API n'est pas forcément complètement RESTful, on va dire. Donc ça, on peut très bien imaginer dans nos applications courantes Java ou Spring classique, utiliser un listener de servlet ou un listener Spring pour dire au moment où je démarre mon application, je fais un appel HTTP à l'agent local Consul et automatiquement, ça va enregistrer mon service. Et pareil, au moment du shutdown, au moment où mon application va s'éteindre, je refais un appel HTTP vers l'URL du coup unregister pour dire mon service a s'éteint, tu peux le désenregistrer de Consul. Il y a des outils qui existent de manière automatique pour, entre guillemets, faire un petit peu ce travail. Donc là, je vais juste vous en présenter un rapidement qui s'appelle Spring Cloud Consul, donc qui est développé par Spring dans sa suite Spring Cloud et qui s'intègre également très bien avec Springbot, où il suffit juste de rajouter, entre guillemets, la notation Enable Discovery Client, et automatiquement, en fait, au moment où votre application Springbot va démarrer, il va scanner l'ensemble de l'application et il va s'enregistrer, en fait, avec le port sur lequel vous aurez développé votre application auprès de Consul. Il y a également une API en fait, au sein de Spring Cloud pour récupérer également les informations des services depuis Consul. Donc pareil, dans la vraie vie, comment est-ce qu'on va faire pour récupérer les informations? On ne va pas forcément faire des digues en local sur des DNS custom un petit peu partout, ou des appels HTTP. On va essayer, ce que propose une des solutions qui est proposée par Consul, c'est du coup d'essayer d'intégrer le DNS Consul avec le DNS interne du SI de votre entreprise. Donc, ou via, par exemple, de la délégation de domaine, si vous pouvez le faire au niveau de votre DNS, ou il y a simplement du forwarding de requêtes pour dire toutes les requêtes qui sont gérées par le domaine.consul, redirige-le-moi vers cet agent spécifique qui va s'occuper, lui, de répondre à la requête. Il y a une option, en fait, dans Consul qui s'appelle, du coup, -domaine, qui permet, si .consul ne vous plaît pas pour gérer votre domaine, de mettre, par exemple, un .devox.com à la place ou ce que vous avez envie. Et il est également possible d'utiliser un client spécifique, donc un peu comme il y avait sur Spring Consul pour enregistrer automatiquement vos clients. Il y a également dans Spring Consul du coup, une API qui permet de récupérer les informations de vos clients et qui derrière va se baser sur un système d'event promu par Consul pour automatiquement se mettre à jour sans refaire forcément en permanence des appels HTTP depuis votre API jusqu'à Consul. Quelques petits trucs encore sur Consul assez intéressants à savoir. La maintenance de nos services, en fait, Consul va partir du postulat que dans certains use cases, en fait, votre application va être done, mais c'est volontaire, parce que vous êtes en train de redéployer une nouvelle version, parce que vous faites une mise à jour mineure majeure d'un package sous Linux, parce que vous upgradez votre kernel, parce que vous faites des mises à jour de sécurité, etc.
Donc il va vous permettre extrêmement facilement de dire ce nœud-là spécifique, je vais le mettre en mode maintenance, et du coup, pendant ce mode maintenance, je vais désactiver les checks et automatiquement, je vais lui dire ne me renvoie pas d'informations sur l'ensemble des services qui sont contenus dans ce nœud-là. Il est également possible de spécifier spécifiquement un service pour dire j'ai 2 services sur ma machine, par exemple un Apache et un MySQL, c'est juste le Apache que tu vas mettre en mode maintenance, par contre le MySQL il va continuer à marcher. Et vous avez moyen de spécifier une raison de manière optionnelle. Et du coup, c'est la commande inverse, évidemment, pour désactiver la maintenance, donc le moins disable à la place du moins enable. J'en ai parlé un petit peu au début. Consul permet de... Par défaut, on a un serveur Consul par data center, donc c'est pas prévu qu'il y ait une communication directe entre 2 serveurs Consul au sein de 2 data centers différents. Mais il est possible, avec un outil qui s'appelle Consul Replicate, en fait, de demander à votre seeder de répliquer automatiquement les informations qui sont contenues dans un data center donné vers un autre data center. Si, par exemple, vous avez un use case où votre, un service de votre data center a besoin d'un service qui est exposé dans un autre data center, par exemple. Et il est également possible, je ne l'ai pas montré dans la démo parce que j'ai un seul data center, mais quand vous faites votre requête DNS, de spécifier le nom du data center dans la requête, donc juste avant le nom du domaine. Donc par exemple, dans notre démo à nous, ça aurait fait par exemple un dig web.service.dc1.consul. Et là, il aurait envoyé, si le service est sur plusieurs data centers, uniquement le service qui est dans ton data center à lui. Ça permet d'avoir une préférence entre guillemets locale. Il est possible également de faire la même chose avec la notion des tags. Donc moi, j'avais 2 services qui étaient préfixés web et web 1. Il aurait été extrêmement facilement, si je voulais, de juste faire une requête pour web 1. Et là, cette fois-ci, en fait, il m'aurait envoyé juste une seule information, qui était l'information du coup de la machine 20, qui est la machine qui contient web 1. Ça permet, avec le système de tag, en fait, de récupérer une instance spécifique si vous avez un besoin spécifique derrière. Alors juste un dernier mot sur Consul en production, c'est probablement, s'il y a un slide à mémoriser, ça doit être celui-là, c'est le plus important. Donc par défaut, ne laissez pas un Consul serveur tout seul. Si vous voulez vous prémunir d'une panne d'un de vos serveurs, mettez-en 3. Si vous voulez vous prémunir d'au moins une panne de 2 de vos serveurs, mettez-en 5. Donc avec toujours le principe de quorum, du coup n plus 1 sur 2. Créer un user spécifique pour Consul. Ça c'est pareil, c'est un peu ce qu'on dit à chaque fois, brasser du vent, mais c'est extrêmement important. Si quelqu'un a accès à user Consul, il peut faire des commandes avec l'agent Consul, il peut faire plein de choses extrêmement amusantes, donc ou polluer votre cluster notamment, ou faire des choses encore plus drôles. Ah, pas ça. De ce genre-là. Donc par exemple, on peut taper une commande bidon. Il va exécuter cette commande uptime sur l'ensemble des services. Et du coup, alors là, je suis par route, mais je peux faire des trucs beaucoup plus drôles. Donc par exemple, des trucs dans ce genre-là. Bon, évidemment, ça n'a pas marché, parce que sinon, je ne le ferai pas en démo, mais du coup, l'importance d'avoir vraiment un user spécifique pour Consul, et d'avoir vraiment, du coup, Consul qui a accès à uniquement ses répertoires de travail, qui ne puisse pas sortir de ses répertoires de travail. N'hésitez pas à spécialiser les agents. Si par exemple vous avez besoin d'utiliser un agent spécifique pour faire DNS, n'utilisez pas un agent qui s'occupe également de faire du health check sur un serveur Tomcat et d'enregistrer le serveur Tomcat. Mettez un agent complètement à part, qui n'a aucune machine, aucun service qui lui est dédié, qui servira juste à ça. Si par exemple vous avez besoin de l'UI Consul, c'est pareil, mettez l'UI sur un agent à part et regardez là simplement. Activer l'encryption. Donc par défaut, Consul communique de 2 manières, donc via le protocole RPC pour transférer les requêtes des agents depuis le serveur. Donc ça, du coup, vous pouvez activer une encryption à base de certificats qui permet de valider qu'un agent, quand il s'enregistre, ait bien les bons certificats. Et pareil, il y a des encryptions plus basiques pour tout ce qui est protocole Gossip, pour pas que quelqu'un qui snipe votre réseau ait accès à l'ensemble de la topologie qui va traîner si vous considérez que c'est important. Consul utilise un système d'ACL. Donc il est possible de configurer le système très finement pour dire seulement tel ou tel service a le droit cet agent a le droit uniquement par exemple d'enregistrer des services. Cet agent va avoir le droit uniquement d'accéder à des informations sur l'API DNS. Cet agent aura le droit uniquement d'accéder à des informations sur l'API HTTP. Si vous voulez spécialiser votre agent et encore garantir plus de sécurité, utilisez l'ACL, c'est un mécanisme qui est en standard en Consul. Il va vous générer des tokens pour vos agents avec la liste de rôles de ce qu'ils auront le droit de faire ou ne pas faire. Et ça vous permettra très simplement de limiter en fait, ce que chaque agent en local pourra faire au niveau du serveur Consul. Si vous avez besoin de gérer des mots de passe dans Consul, c'est probablement pas une bonne idée. Mais si vous avez vraiment besoin de le faire, utilisez un outil pour crypter ces mots de passe et ne laissez pas en clair directement dans Consul. Donc par exemple Vault. Et juste pour conclure un petit peu, c'est en dehors de la mise en production, mais Consul s'intègre assez bien avec tout ce qui est outils d'orchestration. Donc je pense à tout ce qui est Swarm notamment, tout ce qui est Mesos, tout ce qui est Nomad, donc qui est l'outil d'orchestration de la société HashiCorp.
Donc si vous avez vraiment ce besoin d'utiliser un outil d'orchestration, vous pouvez regarder Consul comme solution de service discovery à côté si votre orchestrateur ne propose pas de solution propre. Donc juste quelques liens vers la bibliographie. Donc Consul.io qui est le site web donc, de la référence de Consul qui est extrêmement bien documenté. Pour le coup, la documentation est mise à jour et assez claire. Donc Consul Template et Consul Replicate. Donc Consul Template qui est l'outil que je vous ai montré pour générer des fichiers et appeler des commandes en se basant sur des informations qui sont stockées dans Consul. Et le dernier, c'était plus en mode curiosité, mais c'est le papier de recherche de Raft, qui pour le coup est, enfin, bon, je vais redire ce que j'ai dit, mais qui est assez lisible et qui est assez intéressant à lire derrière. Et du coup, il nous reste 4 minutes 30 pour des questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais. Y a pas... La plupart des solutions en fait, de service discovery fonctionnent de la même manière. Donc à savoir un dictionnaire key-value distribué, que ce soit un Zookeeper ou un etcd. Consul, à mon sens, est extrêmement facile à prendre en main. Il s'intègre très bien, donc, notamment avec Spring Cloud, et il propose une API DNS que tous ne proposent pas, notamment Zookeeper ne propose pas. Donc il a un peu plus de features. Après, la plupart des solutions en fait, proposent les mêmes services. Il n'y a pas forcément d'avantage extraordinaire. Celui-là est probablement, à mon sens, le plus simple, et probablement, à mon sens, celui qui utilise le DNS derrière, qui est assez sympa. Ouais. Ah bah, du coup, tu as plutôt tendance à te baser où sur l'API HTTP directement. Je répète la question, c'est si on n'a pas d'option DNS SRV comme en Java, par exemple, comment est-ce qu'on fait? Donc, tu as deux manières, c'est utiliser des appels HTTP, en fait, de dire à mon client, je fais un appel HTTP pour récupérer l'adresse IP et port dans le JSON, ou d'utiliser un des outils plus haut niveau qu'on a eu, comme par exemple Spring Cloud de Consul, qui lui va faire l'appel HTTP pour toi, et va juste te dire, toi, tu vas lui dire, injecte-moi ce service-là, récupère-moi ce service-là, et lui, automatiquement, va récupérer auprès de Consul des bonnes informations pour te générer les bonnes URL pour ton service à toi. Ouais. Euh, Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on gère le problème du cache DNS? Alors, par défaut, en fait, le cache DNS de Consul et de TTL est à 0. Donc, il règle le problème comme ça. Donc, ça veut dire deux choses. En fait, ça veut dire que ça implique qu'à chaque fois que vous ferez une requête, vous utilisez ce mode-là, vous allez devoir faire un appel DNS qui peut être un peu coûteux. Sinon, en fait, vous pouvez utiliser les clients dont je vous ai parlé là, qui vont, eux, utiliser l'API d'Event de Consul dont je n'ai pas trop parlé. Mais il est possible de s'abonner via une requête HTTP donc pooling à l'API d'Event de Consul qui va vous notifier en fait dès qu'un changement aura lieu sur tel ou tel service. Et du coup, avec ça, vous pouvez juste être notifié du changement et refaire un appel du coup DNS ou HTTP pour dire envoie-moi la bonne valeur pour ce service-là. Ouais. C'est-à-dire Ouais. Alors, tu n'as pas de notion de version directement dans Consul. Si tu as besoin de faire ça, tu peux utiliser des tags, par exemple, pour le faire. Pour dire dans le tag, si j'ai besoin que deux services avec deux versions différentes vivent en même temps, je peux utiliser le tag, du coup, qui est le préfixe qu'on a vu au préalable dans l'interface DNS, qui est exactement la même chose dans l'API HTTP, pour dire envoie-moi la version 1.1 de ce service-là, par exemple. Ça peut être une solution. Oui. Mm. Alors, ce que tu pourrais imaginer faire, en fait, c'est utiliser Consult Template pour te générer ta conf DNS, par exemple. L'agent, en fait, il modifie le DNS qui est géré par Consul directement, mais qui n'est pas le DNS de ton SI de base. Mais ça veut dire comme le TTL à 0, qu'à chaque fois que tu fais une requête HTTP quelconque, tu vas refaire un appel vers ton DNS à toi qui va le forwarder vers le DNS de Consul. Donc ça peut être un peu cher dans certains cas précis. Ouais. Non, il n'y a pas de système de broadcast UDP ou autre pour automatiquement rajouter de nouveaux membres au serveur. Parce qu'ils considèrent qu'en termes de sécurité, ce n'est pas forcément une bonne pratique en fait. Après, en fait, tu peux imaginer ton script Alors, ce que tu as besoin de savoir, c'est d'avoir au moins une adresse IP en fait, de ton serveur Consul. C'est le prérequis, qu'il soit up à un moment donné.
D'autres questions? Bon, ben, oui. Ouais. Alors, j'ai pas montré, parce que j'étais un peu juste, mais du coup, tu as une simple UI en fait, qui est livrée avec Consul, qui te permet de voir la liste des nodes. Donc là, je vais avoir mes 3 nodes serveurs Web 1 et Web 2, et la liste de mes services déployés. Donc par défaut, j'ai toujours un service Consul, et je vais avoir un Consul Web, par exemple, avec les 2 tags différents, et où on va retrouver les 2 machines. C'est une simple, enfin, c'est pas vraiment, c'est une simple IHM pour te montrer le contenu du cluster Consul. Il n'y a pas forcément beaucoup plus que ça. Pardon? Tu as quelques interactions, par exemple, pour désactiver un nœud ou autre, mais c'est plus fait pour donner des infos sur le cluster et c'est pas forcément beaucoup utilisé. Et du coup, j'ai dépassé le temps, donc je vous remercie à tous d'être venus. C'était super sympa.